Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce Facebook Live. Avec vous, Amal Laksasi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Je suis fidèle au poste et je continue à travailler acharnement sur la mission de l'Agence dentaire de l'Outaouais, celle d'assurer un service complet et de qualité à ma communauté dentaire, que ce soit dans le service de placement ou dans l'organisation de formation continue pour les dentistes et son équipe. Sans oublier l'organisation du Congrès dentaire de l'Outaouais, le plus grand événement dentaire dans la région ici. Ce rassemblement réunit annuellement un peu plus de 450 personnes du Québec et de l'Ontario. C'est pourquoi mon équipe et moi continuons à travailler avec passion pour l'organisation de la 6e édition du Congrès dentaire de l'Outaouais qui se tiendra les 20-21 novembre prochains au Palais des Congrès de Gatineau. Nous souhaitons d'ici le mois de novembre prochain que la pandémie ou la crise soit derrière nous et que ça va nous permettre de nous rassembler à nouveau au Palais des Congrès de Gatineau. Restez à l'affût à notre page Facebook pour l'évolution de ce sujet. Alors, je continue avec vous cette série d'entrevues en direct avec des invités de qualité et de renom, comme je vous ai toujours habitué. Alors, je vais vous demander d'aimer et de partager ce live pour atteindre le maximum d'hygiénistes dentaires. Parce qu'aujourd'hui, je reçois une grande dame, une hygiéniste dentaire engagée cœur et âme dans sa profession. Une visionnaire qui comprend les enjeux politiques de notre profession. Son leadership, son implication et sa détermination ont fait avancer notre cause aux portes de l'autonomie professionnelle. Bonjour Diane. Bonjour Amal, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation, merci de la belle présentation. Alors, je vous laisse d'abord vous présenter en tant que femme, professeure et hygiéniste dentaire à nos auditeurs. Alors, vous voulez une histoire courte, une histoire longue? Je vais y aller avec la courte. J'ai 42 années de pratique professionnelle. Ça fait maintenant 42 ans que je suis dans la profession d'hygiéniste dentaire. J'ai gradué en 1978. Ça fait déjà un petit bout de temps. J'ai occupé des fonctions. Moi, ce qui a été, je dirais, l'expérience la plus enrichissante pour ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai occupé à peu près tous les emplois dans la sphère de l'hygiène dentaire. J'étais en bureau privé, j'étais en santé publique et j'ai été en enseignement. J'ai pris ma retraite de l'enseignement à l'hiver 2018 pour me consacrer à temps plein vraiment au dossier de l'ordre pour que ça avance bien. Donc, les choses... c'est une carrière de longue haleine qui compte 16 années d'implication à l'ordre. Et je ne vous dis pas les autres regroupements, mais 16 années quand même d'implication à l'ordre. Il faut se rappeler que c'est peut-être unique dans mon cas. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai été présidente de l'ordre entre 1988 et 1991 et depuis 2013. Et je terminerai mon mandat. Je termine avec vous en beauté, Amal. Exactement. Alors, je terminerai mon mandat demain après l'élection à la présidence d'une nouvelle personne, cette fois-ci qui se fera au sein du conseil d'administration, lequel se réunit justement à cet effet-là demain. Donc, j'ai une longue carrière. J'arrive au terme de ce 3e mandat. Il faut se rappeler que j'ai eu un mandat d'1 an, puis de deux mandats de 3 ans. Mais voilà, comme on dit, on expire à quelque part. Alors, j'expire dans mes mandats à la présidence. Je vais être très, très fière de mon cheminement. Alors, je vais juste faire un petit rappel à nos auditeurs qui peuvent commenter et poser leurs questions dans la barre commentaire pour Diane. Elle est là pour répondre à toutes vos questions. Alors, Diane, là, vous m'avez mentionné que vous étiez présidente à l'ordre depuis 1998 à 91, c'est ça? Puis depuis 2013. Alors, si je peux poser la question, quelles ont été les grandes réalisations de l'OHDQ pendant votre mandat?
Oh, ça, c'est une grande question. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Je vais peut-être y aller avec le cœur rapidement. Comme je le disais, j'ai été présidente de l'Ordre entre 1988 et 91. Je vais dire, on était dans les débuts, on s'est jeune hein, comme profession, là, ne serait-ce que 25 ans là, d'existence comme ordre professionnel. Si on compare avec d'autres, c'est jeune. Mais 25 ans plus tard, quand je suis arrivée à l'Ordre, oh, ma surprise a été importante. J'ai trouvé qu'au sein de la gouvernance de l'Ordre, les pratiques étaient sensiblement les mêmes. Ça, c'est mon observation, sensiblement les mêmes qu'il y a 25 ans. Donc, je pense que je tire énormément de fierté du changement dans la gouvernance de l'Ordre, c'est-à-dire de mettre en place les structures qui nous ont permis aujourd'hui d'atteindre les objectifs qu'on a. C'est-à-dire, on a une revue de scientifiques de haute gamme, j'estime. On a aussi des gens en recherche et en développement avec je dirais, la venue d'experts au sein de l'Ordre, qui sont maintenant la permanence de l'Ordre. On a une direction générale qui est solide. On a mis sur pied l'ensemble des comités nécessaires à faire grandir l'Ordre. Moi, je pense qu'on est rendu où on est un joueur important, sérieux et considéré dans le système professionnel depuis quelques années. Donc, la fierté, c'est de dire qu'il fallait un capitaine sur le pont pour faire le coup de barre puis prendre des décisions très courageuses. Ça n'a pas été facile, mais prendre des décisions très courageuses pour faire un virage à l'ordre qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à des formations de qualité puis avoir aussi des mécanismes qui correspondent aux façons contemporaines là, de gouverner l'ordre. Excellent. Ben, c'est ça, Diane. Ça m'amène à la prochaine question que je vais vous poser. C'est concernant la crise sanitaire. Comment l'OHDQ a géré cette crise-là depuis le début? Bien, écoutez, on a été pris tout le monde par surprise au Québec. Hein. Il faut dire qu'on avait un conseil d'administration le 13-14 mars. On était le 12-13-14 mars. En tout cas, on était à la veille de la fermeture des bureaux. Et je me rappelle encore, on était tous rassemblés à l'ordre, les administrateurs. On était en réunion. Et après ça, il faut dire que je suis originaire, moi, j'habite l'Outaouais, hein, à Mal, mais je suis originaire de Granby. Alors, je suis partie vers Granby voir ma mère, qui a 93 ans. Et sur le chemin du retour, le dimanche, je reçois un appel. Et on me dit, rencontre au sommet avec l'Ordre des dentistes parce qu'il est question de fermeture des bureaux le lendemain. Après ça, ça a déboulé de façon importante. Il y a eu beaucoup de communiqués. Mais ce qui nous achalait un peu à l'ordre, puis je l'ai exprimé haut et clair, c'est qu'on n'était pas intégré dans l'équipe de décision concernant les mesures mises en place et la préparation de ce qui s'en venait. Et un autre beau concours de circonstances. Il y a eu une belle ouverture de l'Ordre des dentistes. Moi, je salue là, le président actuel, Guy Lafrance, quelqu'un d'autre, hein, oui, qui est à la présidence de l'Ordre des dentistes du Québec, qui a une belle ouverture. Et on a été intégrés dans l'équipe avec le ministère, la direction de la santé publique, les experts, les chercheurs, le docteur Barbeau, d'ailleurs, que vous avez eu la semaine passée, et avec d'autres chercheurs et des spécialistes pour intégrer cette équipe-là pour avoir une part de réflexion, de décision quant à la profession d'hygiéniste dentaire et pour mettre de l'avant des mesures qui correspondaient vraiment à leur pratique professionnelle aussi, de ne pas les oublier dans le retour. Je vous dirais là que depuis le 15 avril et avec, je dirais, une belle ouverture du ministère, mais aussi de l'Ordre des dentistes, on a eu des réunions tous les jours, tous les soirs, on avait des rencontres. Là, ça s'était passé tout dernièrement de façon hebdomadaire, mais on était impliqués de A à Z. Mais j'ai vraiment insisté auprès du docteur Lafrance. Il y a eu quelques coups de téléphone. Il retourne ses appels, donc ça s'est bien passé et on a été intégrés. Tout à fait. Fait que c'est parfait ça, mais j'aimerais enchaîner avec le M3S, une question qui concerne le M3S, parce qu'on a suivi vraiment tout ce qui a été publié depuis le confinement. Dites-moi, Diane, quel a été le rôle et les actions de l'Ordre dans le processus d'élaboration et de la promotion du guide?
Bien, dans un premier temps, il fallait préparer le retour de la pratique de l'hygiéniste dentaire. C'est sûr qu'on a amené notre input là, à l'égard des soins d'urgence, mais notre principale, je dirais, action a été de livrer un message par rapport au retour au travail dans un contexte bien particulier, parce qu'on sait que les hygiénistes dentaires utilisent beaucoup les aérosols. Donc, il a fallu s'assurer que ça, on le couvre bien, qu'on ne passe pas à côté, qu'on ne minimise pas l'impact pour la sécurité de l'hygiéniste dentaire et la sécurité des patients de sa salle. L'impact du voyagement aussi dans sa salle par le dentiste aussi. Et on a produit notre tableau, le tableau qui a été incorporé au sein du ministère comme étant décisionnel quant aux activités en hygiène dentaire qui décrit bien le type d'activité, les épis, hein, c'est devenu un petit raccourci pour dire l'équipement de protection individuelle nécessaire pour maintenir en toute sécurité les soins en hygiène dentaire. Donc, on a été la voix tout le temps, la voix achalante pour dire non, il faut aller plus loin. Il faut aussi s'assurer que les hygiénistes dentaires puissent aussi avoir un retour à la pratique qui soit sécuritaire, faire baisser l'anxiété, répondre à leurs questions. Et tout dernièrement, on vient tout juste de mettre sur le site de l'Ordre un webinaire il y en a eu de nombreux, mais pour répondre s'il y a lieu encore aux questions qui ont cours. Et on continue d'alimenter ce dossier-là avec le ministère parce que ça va bouger, ces mesures-là, au fur et à mesure on peut dire ça, qu'il y ait un retour à la normale. On va parler de webinaire tout à l'heure, mais j'aimerais ça enchaîner avec une question qui parle au tout début là, de la crise et pendant les points de presse avec M. Legault, les journalistes demandaient de faire appel aux dentistes, aux hygiénistes dentaires pour les impliquer dans le dépistage de la COVID-19 et même aller prêter main forte au CHSLD. Les médecins spécialistes ont été impliqués rapidement, mais pas les professionnels du domaine dentaire. Comment l'Ordre a suivi ce dossier-là au début? Bon, on a lancé rapidement le ministère comme quoi que les hygiénistes dentaires du bureau privé étaient en arrêt de travail et on pouvait peut-être trouver des mécanismes pour les intégrer à ce qui se passait. Et on faisait référence, par exemple, ne serait-ce que pour l'éducation auprès des... et on visait beaucoup les établissements de personnes âgées autonomes, plus que les CHSLD, pour ne pas que ça se répande dans ces établissements-là. Et l'idée a été tout de même assez bien reçue, mais moi, j'ai l'impression que, écoutez, le gouvernement a été pris de court, il faut voir ça, là. Mais tout de même, on a eu rapidement le réflexe d'interpeller le gouvernement pour dire les hygiénistes dentaires pourraient être disponibles. On nous a retourné nos courriels, nos discussions. J'ai même eu un appel du cabinet de la ministre de la Santé, de son directeur, à l'effet de savoir exactement où est-ce qu'on pouvait se placer dans cette crise-là, où est-ce qu'on pouvait agir. Et on a invité les hygiénistes dentaires à appliquer dans le site Je contribue. Et tout dernièrement, encore, on a eu un appel, je dirais, là, des gestionnaires du CIUS Montréal Centre-Sud, là où est-ce que c'est le foyer, là, le chaud là, présentement de l'infection de la COVID chez les aînés. Et on a demandé d'avoir 5 hygiénistes dentaires, ne serait-ce pour garder les personnes hydratées. Encore une fois, on a posé un geste, on a fait une annonce pour permettre à des hygiénistes dentaires. On sait qu'il y en a, là. Il y en a qui travaillent présentement dans des CHSLD, dans des points chauds dans la région de Montréal. Donc, on les remercie énormément, mais j'ai le sentiment qu'on voulait d'abord et avant tout faire affaire avec les gens du réseau de la santé plutôt que du privé. Alors, l'organisation était un petit peu flottante, mais on s'est beaucoup manifesté. D'ailleurs, on a entendu parler lors d'un point de presse du premier ministre, quand une question a été posée, que l'Ordre avait aussi signifié qu'il pouvait aider dans la crise. Exact. J'aimerais juste vous dire qu'on avait invité 2 hygiénistes dentaires. On a fait une entrevue, un Facebook Live avec 2 hygiénistes dentaires, un qui travaillait pour un centre des personnes âgées et l'autre a travaillé à l'hôpital, vraiment dans le département de la COVID.
COVID. C'était vraiment dans une zone chaude. Ils ont fait un témoignage exceptionnel, extraordinaire. Puis c'est ça qui va enchaîner avec ma prochaine question, Diane. Mais avant la prochaine question, j'aimerais juste te dire qu'on est plus que 100 personnes en train de nous écouter. Moi, j'aimerais ça les inviter à commenter et à poser des questions pour Diane, s'il vous plaît. Ne gênez-vous pas. Si vous avez des questions pour notre présidente, elle est là pour répondre. Donc, moi, ma prochaine question, c'est par rapport, on sait chez HCLD, la situation était déjà critique avant la pandémie. Puis la situation était déplorable au point de vue de santé bucco-dentaire. Nous savons que les soins réguliers d'hygiène dentaire sont une nécessité pour tous. Le 27 avril, il y a eu un appel important aux hygiénistes dentaires pour contribuer aux soins pour les aînés au CHSLD. Par la suite, plusieurs témoignages inquiétants sur le quotidien des personnes âgées dans les centres ont été publiés sur les réseaux sociaux, même sur les médias, dans les médias en fait. Est-ce que vous pensez, Diane, que cette situation aura marqué les dirigeants suffisamment pour pouvoir avoir un impact en faveur de l'autonomie des hygiénistes dentaires? Bon, bien, c'est certain qu'on va se relever avec certainement des séquelles de toute cette crise-là. On ne verra plus les choses de la même façon. Vous savez, il y a une marotte en santé qui dit le bon professionnel au bon endroit, en temps opportun, au meilleur coût. Présentement, il y a des hygiénistes dentaires qui sont en CHSLD et on fait faire aux infirmières des examens buccaux. C'est correct qu'il y ait des examens buccaux à l'entrée et à l'admission d'une personne âgée. Nous, on est tout à fait favorable et c'est nécessaire. Il peut y avoir des urgences, il peut y avoir la présence de prothèses fracturées ou de couronnes mobiles. Ce qu'on ne veut pas, là, c'est qu'il y a un accident et qu'une personne s'étouffe. Mais après, pour remplir un examen beaucoup plus exhaustif, et s'assurer des corridors de soins, de collaborer avec d'autres professionnels de la santé, moi, je pense que c'est vraiment la place de l'hygiéniste dentaire. Il va falloir songer au Québec à une hygiéniste dentaire pivot. Et donc, les ressources ne sont pas inépuisables, les budgets non plus. Alors, je pense qu'on va falloir revoir ce que ça va vouloir dire demain matin, l'accès aux soins bucco-dentaires, les soins bucco-dentaires pour les personnes en CHSLD. Alors, le travail de collaboration interprofessionnelle va devoir impliquer l'hygiéniste dentaire beaucoup plus qu'elle l'est présentement. Oui, on attend le PL 29. Oui, il y a tout ça à l'horizon, mais je ne pense pas qu'on va devoir faire affaire maintenant avec tout le monde. Je pense qu'il y a une belle ouverture qui est montrée là, par le Collège des médecins, puis c'est une belle voie à suivre, c'est-à-dire de partager plus d'activités entre les professionnels de la santé. Donc, pour répondre, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais oui, il va falloir s'occuper de nos aînés, de leur santé buccale. Je pense que ça va être pire qu'avant. Et c'est nécessaire d'impliquer davantage les hygiénistes dentaires. On le sait, là, partout où est-ce qu'on a impliqué les hygiénistes dentaires, les programmes ont bien fonctionné. Là où on les a confiés aux infirmières, non pas parce qu'ils n'ont pas une bonne volonté de bien faire, mais ça n'a pas tenu la route à moyen terme. Les programmes ont été abandonnés, donc les études le confirment. Je pense qu'il est temps de faire des changements importants puis de considérer la part importante de l'hygiéniste dentaire dans ces milieux de soins-là. Oui. J'ai une question ici de Tasmine Ismaël qu'elle dit est-ce que vous êtes impliqué avec M3S pour le retour des activités dans les écoles? Tout à fait. On a reçu la semaine dernière un projet de protocole de retour au travail des hygiénistes dentaires en santé publique. Donc, oui, on l'est impliqué. On a commencé à le réviser. Il nous a été envoyé pour consultation et on est en pleine révision. Puis je pense que les hygiénistes dentaires, par les corridors qu'ils connaissent bien de communication dans le réseau de la santé, devraient avoir des nouvelles. Ce qui est visé par le ministère, c'est qu'ils aient des nouvelles avant leur départ pour des vacances estivales. Donc, oui, on est impliqués. OK. J'aimerais juste vous dire, Diane, qu'on est plus que 120 personnes en direct, puis j'aimerais juste encore
leur demander de partager cette entrevue-là pour aller chercher le maximum d'hygiénistes dentaires pour entendre vraiment les belles réponses de Diane. Là, la prochaine question encore, c'est concernant le retour au travail et les nouvelles directives de M3S. Ben, je peux vous dire les recommandations ont laissé les hygiénistes dentaires dans une incompréhension et une tornade de changements. Plusieurs ont partagé leurs inquiétudes sur leur sécurité au travail et ça a été beaucoup vraiment partagé sur les réseaux sociaux. La question que j'ai de Nancy Desbiens. Nancy Desbiens, elle a apporté en fait 2 points. Le premier point, elle dit « Je fais cette profession depuis bientôt 28 ans. Avec les équipements EPI, c'est devenu très difficile. Chaleur, maux de tête, irritation à la gorge et même petit pincement au cœur. Je ne suis pas la seule à manifester ces symptômes. » Il nous dit que enlever le masque KN95 altère son efficacité. Vous comprenez que nos employeurs, avec les coûts élevés des masques et leur rareté, ne veulent pas qu'on en prenne plusieurs par jour. Alors, s'hydrater régulièrement devient très compliqué. On parle d'hypoxie et autres complications causées par le port de ces masques. Jusqu'à quel point, la question là qu'elle dit, jusqu'à quel point notre santé est-elle en danger avec ces conditions de travail? Normalement, là, il faut voir ce qui se passe présentement. On est vraiment dans des mesures transitoires. On sait là, que c'est drastique. Hein. Quand on dit un N95, quand on parle d'un masque de niveau 2, niveau 3, avec une visière, une jaquette, je ne l'ai pas fait, mais j'imagine qu'il doit faire chaud. Je parlais avec une hygiéniste dentaire ce matin, puis je lui ai dit comment ça se passait, puis elle dit « Il fait chaud, Madame Duval. Il fait très chaud. » Alors, oui, je comprends très, très bien dans quelles circonstances elles sont. Soit-on là, et qu'est-ce qu'on peut y faire? Ça fait partie de la norme qui est en vigueur et qui est demandée par le ministère, mais ça va bouger rapidement. Attendez-vous, là, d'ici quelques, je ne dis pas des heures, mais on les compte presque en heures et en jours, que ça change tranquillement, qu'on va probablement, s'il n'y a pas de deuxième vague, on en parle beaucoup, alléger ces mesures-là. C'est sûr que si vous n'utilisez pas des aérosols actuellement, si vous revenez au bon vieux détartrage manuel avec vos instruments plutôt qu'avec les ultrasons, bien, les mesures sont plus allégées. Mais s'il y a beaucoup de déploiement d'aérosols et qu'on essaie de fonctionner avec ça, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les mesures sont compliquées puis peuvent apporter des désagréments importants. C'est sûr que si vous avez des problèmes de santé déjà existants, ça n'aide pas. C'est pour ça que tout ce qui a trait aux normes du travail, on s'est rapidement arrimé avec la Fédération des hygiénistes dentaires. C'est pour ça que vous avez eu des messages qui ont transité par l'ordre, parce qu'on se disait, bon, nous, on va couvrir tout le secteur de protection du public, on va appuyer les normes, les mesures, on va répondre à des questions à ce niveau-là. Mais la Fédération est bien placée pour défendre les intérêts des membres, mais aussi voir s'il y a une transgression des normes du travail ou autres qui ne respecteraient pas leurs droits. Et quand ça se produit et qu'on reçoit ce type de message-là à l'ordre, on a un corridor avec la Fédération pour transmettre les messages. Mais je comprends les hygiénistes dentaires, puis je n'ai pas de solution rapide à leur donner. Ça va passer. Puis souhaitons là que ça passe, puis qu'on ait d'autres mesures plus allégées dans la prochaine semaine. Parce qu'on parle vraiment de jours. Hein? Ça peut bouger assez rapidement. J'ai une autre question de Sabrina Saint-Pierre. Elle dit « Bonjour, j'aurais une question. Quand on sort de notre salle opératoire et devrons-nous mettre nos instruments dans un bac où on peut simplement la porter sur notre plateau jusqu'au stéricentre? » Bien là, vous allez voir mes limites. C'est coulé dans des mesures, etc. Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça, mais vous pouvez l'adresser à l'ordre.
adressez à l'ordre votre question et vous allez avoir la réponse dans les prochaines heures. Ça, on se fait un devoir de répondre rapidement. Donc, vous allez avoir une réponse. On va la transmettre à qui de droit, au docteur Barbeau ou autrement, pour que ces questions-là d'ordre scientifique soient répondues. Ça, je ne veux pas m'avancer là parce que c'est des questions trop pointues. Excellent, Diane. Oui, puis aussi la fédération, elle aussi, elle peut vraiment avoir pas mal de réponses. Puis aussi, ils ont fait des capsules informatives. Fait que allez-y sur la page de la fédération. Vous allez vraiment trouver beaucoup de réponses à vos questions. Puis aussi, si vous pouvez écouter l'entrevue qu'on a eue, c'est un Facebook Live qu'on a fait la semaine passée avec Dr Barbeau. Aussi a bien répondu à plusieurs des questions concernant la stérilisation, la désinfection et tout. Le deuxième volet de la question de Mme Nancy Desbiens, c'était, d'après vous, Diane, quelle est la meilleure façon d'avoir les réponses crédibles avec l'information juste aux questions sur ce guide? L'information crédible, l'information crédible, par rapport à ce guide-là, je pense que vous avez toutes les références, toutes les sources, toutes les personnes qui ont collaboré. Le ministère a pris pour acquis, puis faites-vous-en pas, là, il y a eu tellement de consultations parce qu'il y a d'autres instances du gouvernement qui ont jeté un coup d'œil, l'INSPQ, il y a eu d'autres, la CNSST, il y a eu d'autres organismes qui ont jeté un coup d'œil et le gouvernement, suite à ce qui a été présenté, le ministère a approuvé ce que vous avez là dans les mains. Donc, vous ne pouvez pas être mieux encadré, mieux entouré, mieux sécurisé qu'en suivant ces étapes-là, les mesures dans ce guide-là. Mais comme je vous le dis, il est intérimaire, ça veut dire qu'il va bouger. Il va bouger. Puis ça devient, plus complexe parce qu'il faut toujours être aux aguets chaque jour de ses courriels, ou au moins ouvrir ses courriels pour voir les changements. Diane, je vais juste avancer que l'avenir de la profession dans les conditions actuelles, surtout dans les conditions de diminution de salaire, exigences qui nous apportent des symptômes physiques très désagréables, n'est pas rayonnante. Plusieurs d'entre nous, nous questionnons sur la poursuite dans ce domaine. Là, il y a plusieurs hygiénistes dentaires qui ont posé la question là, sur leur profession. Quelles sont les conséquences de la pandémie sur notre profession, Diane, d'après vous? C'est une bonne question. On pourrait se poser à plusieurs égards. On n'a qu'à penser aux infirmières qui sont au front présentement, puis aux préposés surtout. Moi, je pense, en tout cas, le public fait confiance aux hygiénistes. Il veut rentrer dans un milieu qui soit sécurisant. Est-ce que les hygiénistes dentaires sont plus à risque que les autres? Je vous dirais que non, en raison des mesures. Est-ce que ça n'a pas un impact sur leur bien-être actuellement? Peut-être. Puis je ne veux pas rentrer trop dans la portion salariale, mais je pense qu'on va mesurer très certainement, je dirais, l'importance de l'hygiéniste dentaire dans le cabinet, parce que c'est un agent de prévention extrêmement important. Moi, j'ai toujours dit, puis on entendait souvent ça à un moment donné, que chaque clinique dentaire était un petit hôpital, etc. Mais allez dans un centre hospitalier, vous avez une infirmière complètement dédiée à la stérilisation et à l'asepsie. Moi, je pense qu'il faut confier ça à l'hygiéniste dentaire dans les cabinets. Quel est son avenir? Bien, l'avenir est prometteur. Il ne faut pas voir la crise. C'est sûr que quand on est dans la situation, on ne souhaite pas que ça demeure comme ça, là, avec les mêmes normes de pratique. Mais j'ajouterais quelque chose, c'est le prof en moi là, qui va parler. Là. J'ajouterais ceci. Vous savez, quand on gradue, quand les hygiénistes dentaires graduent des cégeps, elles graduent avec les lunettes de protection, avec l'uniforme, avec des épis de niveau 2 minimum, certains, pas de port de bijoux, etc. C'est assez sévère dans les cégeps encore. On est beaucoup collé sur les normes de l'agrément. Je me demande, parce que la question est bonne,
jusqu'où on doit aller, puis jusqu'où on doit revenir. Est-ce qu'on doit revenir alors qu'on portait des blouses et chemises, qu'on n'avait pas nos uniformes, puis on avait nos grandes boucles d'oreilles, puis les cheveux pas attachés, puis les... Quand on regarde tout ça, on se dit, il va falloir revenir au juste milieu et assurer, certainement, il faut le voir, pour assurer sa propre sécurité et celle des patients. Oui, c'est un mauvais moment à passer, mais je ne pense pas qu'on retournera à ce qu'on était avant. C'est une grande prise de conscience qu'on est dans un environnement où il faut assurer très certainement la sécurité des professionnels et du public. Ouais. Mais je vois pas d'impact à court terme. Au contraire, je pense que, pour parler salaire, que l'hygiéniste dentaire devrait être considérée à un prix plus élevé parce qu'elle va être extrêmement utile dans les bureaux privés. Il faudrait considérer sa compétence. Oui, oui. Là, ça m'amène à poser une question de Mme Fatia Baba Issa. Elle dit « Bonjour, pourquoi avoir accepté que les hygiénistes reprennent le 1er juin, avant les coiffeurs, les restaurants, etc., alors que nous sommes placés par l'OMS en première ligne de front contre un ennemi invisible et qui est susceptible de nous contaminer malgré les EPI? » Bien, d'abord, pourquoi le 1er juin? C'est une date qui ne dépend pas de nous. C'est arrêté par le gouvernement. C'est un décret, c'est un arrêté ministériel de reprendre. Personne n'était obligé de reprendre le 1er. Il faut s'entendre, il y a des cliniques qui n'ont pas repris encore des services. Il y en a, et ça c'est une information que j'ai eue en cours de travail avec le groupe d'experts. Il y a des gens qui vont peut-être attendre plus au mois d'août avant d'ouvrir. Mais on ne pouvait pas le faire avant le 1er juin. Ça ne veut pas dire de... Il y en a qui ont ouvert, que l'hygiéniste dentaire est entré en fonction 2 semaines plus tard ou entre en fonction ou est arrivé un peu plus tard dans le processus. Il y a des hygiénistes qui ont travaillé dans le cadre des urgences. Alors, pourquoi le 1er juin? Bien, ça tient aux informations de la direction de la santé publique. Où on est rendu? Combien il y a de personnes contaminées? Quelles sont les régions les plus à risque? Combien de personnes testées? Combien de personnes de malades? Quelle est notre capacité de traiter du monde qui soit malade et de les accueillir dans nos hôpitaux? Tout ça a fait en sorte qu'il a fallu décréter ou arrêter que les bureaux étaient fermés et qu'ils ne pouvaient reprendre à partir des connaissances, les données épidémiologiques. Il a fallu à ce moment-là déterminer une date. Il y a des gens qui étaient prêts à recommencer bien avant ça, là. Oui. Alors, on aurait pu attendre au 15, mais c'est les données de la santé publique qui ont permis, c'est un arrêté ministériel qui ont permis la réouverture, là. Oui. Mais la réouverture pour s'organiser, mettre les choses en place, tout est une question de communication avec son équipe. Puis je vais rester en vous disant, je vais finir comme ceci. Il y a eu un sondage, puis je ne veux pas reprendre des choses que la Fédération a déjà dites, mais il y a un sondage qui a été fait par la Fédération dont 75 en tout cas, ce que ça a donné, c'est environ 74-75 des hygiénistes dentaires qui étaient satisfaits, très satisfaits de la façon dont tout s'est organisé à leur rentrée. C'est très significatif. Il restera toujours un noyau d'hygiénistes dentaires, c'est plus difficile. Mais moi, je me dis toujours, quand tu as une bonne communication avec ton équipe, avec ton employeur, dans le milieu, ça se passe bien. Si la communication était moins bonne, je peux m'imaginer que ça n'a pas arrangé les choses avec l'histoire de la COVID. Oui. Oui, puis j'aimerais juste rajouter que le sondage, il est sur la page Facebook de la Fédération et aussi sur le site web, fait que vous pouvez aller consulter ça. C'est très intéressant comme résultat de ce sondage. J'amène une question d'Edith. Ben, en fait, elle témoigne que personnellement, qu'elle dit, je constate que plusieurs hygiénistes dentaires veulent quitter le domaine ou ont déjà quitté. On est en pénurie d'hygiénistes dentaires. Comment les retenir? Et comment on va s'en sortir? Les tâches augmentent sans cesse. Ben, vous pouvez être sûr que je serai une bonne ambassadrice pour faire le message, parce que je l'ai déjà fait, le message, que c'est pas facile. La situation n'est pas facile. Il faut changer aussi il faut changer le cours des événements de manière à ce que l'hygiéniste dentaire semble qu'elle a un pouvoir de décision, une capacité, une partie prenante là, dans les soins, qu'elle
qu'elle sente qu'elle a son mot à dire. Je pense que si elle avait ça à travers la COVID, est-ce que ça serait plus facile, moins facile? Je reviens toujours, s'il y a une bonne communication, ça devrait bien se passer. Mais écoutez, là, il y a eu avant le SRAS, il y a eu l'Ebola, il y a eu d'autres problèmes. Celui-là frappe l'imaginaire en raison des décès, en raison des CHSLD. Mais il n'y a pas, puis on le souhaite, il n'y a pas de cas à ce jour déclarés qui émanent d'une pratique dentaire. Alors, comment les retenir? Moi, je pense qu'il va y avoir, ça se peut que ça ait entraîné des gens vers la porte de la retraite plus rapidement que ce qu'ils envisageaient. Ça se peut, craindre pour leur famille, les enfants et tout. Mais le protocole a été vraiment, là, si on le suit de A à Z, tant mieux pour les cliniques qui se sont dotées de laveuses sécheuses, laver sur place les uniformes, laver. Oui, il y en a qui ont fait ça. Alors, ben, tant mieux. Puis il faut se sentir en sécurité. Mais il ne faut pas non plus verser trop non plus dans le drame, là. Il faut mesurer ce qui est en train de se passer, puis suivre le dossier. Mais je pense qu'avec le projet de loi 29 aussi, parce que là, il y a plusieurs, comme on dit, déceptions, on va dire ça comme ça, là, dans le décor, qui fait que les hygiénistes dentaires veulent avoir un peu d'espoir par rapport à leur profession et leur avenir, puis avoir un petit peu plus de pouvoir sur leur profession. On va parler plus en détail du projet 29 tout à l'heure, Diane. Puis je vais enchaîner avec la question de MJ Bouligny qui dit « Malheureusement, ce n'est pas toutes les cliniques qui respectent les règles. Va-t-il avoir des inspections? » Bien, écoutez, s'il y a des cliniques qui ne respectent pas les règles, il faut le savoir, il faut faire parvenir ça à l'Ordre des dentistes. L'Ordre des dentistes est très clair là-dessus. Il n'acceptera pas que les règles et les mesures prescrites actuellement ne soient pas rencontrées par des cliniques. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable présentement, comme ça serait inacceptable dans d'autres milieux. Alors, s'il y a des cliniques qui ne respectent pas ça, bien, écoutez, je pense qu'il faut absolument s'en assurer. Là, je dirais, c'est un point extrêmement marquant quant à je dirais, la responsabilité, mais je vous dirais aussi la réputation des milieux de respecter ce que le ministère a accepté de mettre de l'avant. Je pense que la Fédération est là si jamais vous voulez faire respecter certaines normes qui ont trait à vos droits, mais il faut en faire part aussi, ou vous pouvez nous en faire part à nous, là, puis on va en faire part, nous, du côté de l'Ordre des dentistes. On va faire un suivi de ça. OK. Ben, j'enchaîne avec les nouveaux gradués, Diane. J'ai une question de Sabrina qui s'inquiète pour son permis de pratique. Où est-ce que vous êtes rendu avec ça? Au même endroit que les cégeps, c'est-à-dire que l'Ordre des hygiénistes dentaires, dès qu'il reçoit des registraires des cégeps, la confirmation que le diplôme est émis, que la personne a réussi, ça a toujours été les mêmes standards, on traite rapidement les dossiers. Donc, présentement, là, ce n'est pas dans les mains de l'Ordre, c'est dans les mains des cégeps. Excellent. J'ai une question de France qu'elle dit « Beaucoup d'assistants seuls en salle car un dentiste pour 2 salles ou plus, où on voit des annonces pour chercher des non-professionnels et même des étudiants pour des places pour préposer à la stérilisation avec formation en interne. » Bien, ce que je comprends de la question ou de la réflexion de la personne, c'est qu'elle partage le fait qu'il y a des dentistes qui, maintenant, ont compris l'importance de l'asepsie, d'avoir une personne responsable. Je dirais, ils connaissent l'importance de l'asepsie, c'est pas ce que je voulais dire, mais de l'importance d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ce volet-là, qui soit dédié à ce volet-là. C'est toujours mieux qu'une personne prenne en charge que d'avoir plusieurs personnes qui peuvent avoir des différences dans les procédures. Alors, le fait d'avoir une personne, c'est encore mieux. Mais tant mieux, c'est une prise de conscience là, de ce qui est en train de jaillir de tout ça. Là. Ouais.
Ben, Diane, on est plus que 130 personnes qui nous écoutent en direct, puis je leur demande de continuer à poser les questions, à commenter et partager ce live avec les amis et les collègues pour atteindre le maximum de personnes. Moi, j'enchaîne avec une question sur la cotisation. Donc, la fermeture des cliniques dentaires à la suite de la crise a affecté, bien sûr, plusieurs professionnels dentaires au point de vue économique. La cotisation annuelle, alors, est arrivée au moment de la crise sanitaire. Plusieurs hygiénistes étaient préoccupés par les frais de la cotisation pendant le confinement. L'Ordre a pris la décision de repousser la date de renouvellement, mais sur les réseaux sociaux, il y a eu une pétition à circuler pour demander un redressement du tarif. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus? Puis, si vous pouvez nous faire une mise en point sur la cotisation et le crédit pour la formation continue. Bon. Évidemment, c'est d'abord, premièrement, je pense qu'il faut que je souligne qu'effectivement, l'Ordre a retardé sa cotisation. Il fallait toutefois s'inscrire sur le tableau des membres au 31 mars, mais on a retardé quand même le paiement de la cotisation. Ça a été un premier effort de la part de l'Ordre. Ensuite est arrivée une pétition qu'on m'a fait parvenir à la présidence de l'Ordre. J'en ai saisi, évidemment, le comité des finances, le comité d'audit. Et ensuite, ça a été discuté au sein du conseil d'administration. Ce qu'il faut comprendre, bon, deux choses très importantes. D'abord, la cotisation, puis là, je ne veux pas rentrer dans des chiffres, ils vous perdent, là, mais vous savez, il y a une part de la cotisation qui s'en va à l'Office des professions du Québec. Donc, vous payez, chaque professionnel de la santé au Québec, professionnel point, paye une part pour le financement de l'Office des professions du Québec qui veille à surveiller les ordres. Donc, il y a une partie de votre cotisation qui s'en va là. Ça, eux autres, qui n'ont pas fait de crédit. C'est la même chose. La deuxième chose, c'est bien sûr votre assurance responsabilité. Ce n'est pas un énorme montant, mais il y a ça. Il y a toutes les taxes applicables. Quand on regarde tout ça, bien, il reste environ un montant de 375 $. Si on divise au prorata des mois, si on fait le calcul mathématique que des hygiénistes dentaires ont fait, on parle d'environ une somme de 58 $. La gestion de remise de 58 $, c'est probablement 3 mois de travail. Je peux vous le dire parce qu'il y a des hygiénistes qui ont travaillé en situation d'urgence, donc qui ont été au travail. Les hygiénistes en santé publique ont été au travail. D'autres en CHSLD ou dans le réseau ont été au travail. Ce n'est pas évident de faire le triage de tout ça. Puis d'autre part aussi, tout calcul fait, puis là, je sais que je ne ferai pas pleurer personne. Là. Je suis consciente. Là. C'est environ un montant d'environ 450 000 $ qui ne peut plus être dans le budget annuel réparti sur, je dirais, l'ensemble des travaux de l'Ordre dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas juste la formation continue, là, puis c'est pas juste la cotisation, il faut voir qu'elle est partagée dans tous les secteurs d'activité. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, que ce soit l'inspection, que ce soit le syndic, la formation continue, le journal, c'est réparti, les gens, les ressources humaines ici, c'est réparti là-dessus. Ça fait un énorme trou un petit peu partout dans l'ensemble des départements. D'un autre côté, ce ne serait pas l'idéal non plus, parce qu'il faut voir que si vous êtes attentif au budget de l'Ordre à chaque année, on fait un budget qui est déficitaire, c'est-à-dire qu'on dépense plus, on va chercher dans les coffres. C'est vrai qu'on est en bonne santé financière. On va chercher un peu l'argent dans les coffres, mais on adopte un budget qui dépense revenu-dépenses, est toujours un peu déficitaire. Donc, et pour ça, c'est pour ne pas avoir à faire une lourde charge d'augmentation de cotisation aux membres, mais d'aller chercher plutôt les surplus. Et là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de remettre cet argent-là au prix de ce que ça pourrait créer et d'aller chercher ça à rebours, ou je dirais dans le futur, par les cotisations? Ça ne fait pas de sens, les hygiénistes dentaires vont gripper ça d'eau. On est la seule profession à avoir demandé ça. Je peux comprendre qu'on est assez unique là, dans le réseau de la manière dont ça se passe, dans le réseau, en fait, dans le secteur privé, mais il n'en reste pas moins que
la meilleure compensation qui a été vue par le Conseil, c'est de trouver les mécanismes pour le redonner en formation continue. Et là, la réaction qui est venue, c'est de dire, oui, mais c'est notre employeur qui paye. Donc, on est revenu un petit peu à la case départ. Moi, je ne veux pas engager l'ordre comme je termine mon mandat à mal. Oui, mais je sais qu'on m'écoute attentivement. Puis, je vais avancer quelque chose, puis je prends le risque, mais je ne prends pas de décision pour le Conseil, mais j'avance quelque chose pareil. Moi, je parierais, puis je vais faire la recommandation soutenue que l'ordre ne bouge pas la cotisation pour minimalement les 3 prochaines années. Oui. Question d'essayer de retourner un peu la balle dans le camp des hygiénistes dentaires. Puis on verra avec le crédit donné sous la formation si on ne peut pas peut-être un peu plus le différer ou pas. Mais il n'en reste pas moins que pour le moment, en tout cas, c'est certain que le Conseil va se ressaisir de la question. On a bien vu la réaction à l'effet que le crédit était donné aux employeurs, puis comment négocier maintenant que les employeurs qu'ils redonnent aux hygiénistes, c'est pas évident. J'en conviens, c'est pas évident. Mais au moins, à tout le moins, en tout cas, compte tenu des circonstances, de garder la cotisation stable pour quelques années. Excellent, Diane. Là, j'aurai des appels des administrateurs, mais je m'en vais, je prends le risque de le dire. Exactement. Fait qu'on va suivre ce dossier-là, c'est sûr. Là, on se rend au projet de loi 29. Donc, avec l'arrêt ministériel en mars, ce projet-là, il était mis sur la glace. Alors, est-ce qu'il y a une action à poser à ce stade-ci maintenant ou est-ce qu'on est rendu vraiment avec ce projet de loi? Écoutez, je vais être très prudente, mais je vais quand même annoncer une bonne nouvelle. Oui. Le projet de loi, il est inscrit aux premières heures d'ouverture du mois d'août à l'étude, les 24, 25, 31 août, 1er et 2 septembre. On devrait assister à la lecture, en troisième lecture de l'étude article par article du projet de loi. Vous savez, le projet de loi, il a subi 2 phases. La première, c'est d'abord la commission parlementaire du projet. La deuxième, c'est l'acceptation, effectivement, d'aller plus loin. Là, ça fait le consensus de l'Assemblée nationale d'aller plus loin dans ce projet-là. On appelle ça la deuxième lecture, mais c'est un accord de principe accordé et d'appui au projet de loi suite à la commission, parce qu'une commission peut mal tourner, puis le projet est évacué. Non, ça a reçu l'aval de tout le monde. Tous les travaux ont été faits, tous les arbitrages sont faits, tout est bien ficelé. Ce projet-là, il est prêt. Il est prêt présentement. Et là, je viens d'avoir la nouvelle juste avant l'entrevue que c'est inscrit à la commission. Okay. Je peux vous dire que j'ai mis, je dirais, les 3 dernières semaines, beaucoup d'énergie à interpeller mes conseillers politiques à l'ordre pour intervenir auprès du premier ministre, des ministres. J'ai écrit toutes les lettres. J'ai une jeune administratrice qui va être très contente parce qu'elle va dire, Madame Duval, avant de partir, essayez de faire tout ce que vous pouvez. Écoutez, la politique étant ce qu'elle est, j'aurais envie de dire, surtout dans notre domaine, avec tout ce qu'on s'est fait annoncer ces dernières années, il y a un bon vieux dicton qui dit ceci, ne jamais vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué l'ours. Hein? Mais nous, c'est tuer 3 fois puis 4 fois, je dirais. Je suis prudente, mais je garde espoir. Mais regardez bien, là. Moi, je ne lâcherai pas, là. Je vais être là, puis je vais être sûre que je vais surveiller ça pour qu'on poursuive, quels que soient les niveaux, tenter de mobiliser les membres, parce que ça va être important qu'ils se mobilisent, parce qu'il faut que le gouvernement reçoive aussi un message clair des membres qui en veulent aussi, qui veulent que ça bouge. Et ça va leur remettre des outils, des leviers. On parlait de salaire tantôt, mais en Ontario, l'autonomie des hygiénistes dentaires, ce que ça a changé en réalité dans les équipes dentaires, ça leur a permis de mieux s'affirmer, de mieux faire comprendre leur rôle. Et ça a créé un respect mutuel entre l'employeur et l'employé, entre le dentiste et l'hygiéniste dentaire. Ils savaient très bien que cette personne-là pouvait très bien être en pratique autonome ailleurs, dans des équipes multidisciplinaires ou autres. Donc, ils ont voulu les garder, puis ça a changé le rapport entre les professionnels. Moi, je dirais, mais je l'espère, je pense que ça va amener ce vent-là
de respect, de considérer les hygiénistes dentaires comme un professionnel, un apport important. Vous me disiez tantôt, est-ce qu'il y a de l'avenir? Regardons ce qui se passe là. La demande de soins, c'est des soins préventifs qui sont demandés. C'est pas pour rien qu'on va dans des bureaux privés, des dentistes travailler avec 1, 2, 3, parfois 4 hygiénistes dentaires. C'est parce que la demande est très forte. Donc, la demande, elle est dans la profession d'hygiéniste dentaire, avec son expertise. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Puis on va suivre aussi ce dossier-là, Diane. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois là, à venir. Là, vous avez parlé du changement, puis que l'hygiéniste dentaire doit contribuer au changement. Puis c'était ça ma prochaine question. Comment les hygiénistes dentaires peuvent passer à l'action en rapport avec l'autonomie? Je parle d'action politique, d'implication qui pourrait faire une différence dans la reconnaissance de notre profession. Bien, écoutez, il y a plusieurs moyens. Il y a des hygiénistes dentaires. Je vais prendre l'exemple que je disais dans le cadre du congrès de 2018. Les infirmières ont commencé de l'action politique, se sont regroupées des hygiénistes dentaires, puis ont fait pression sur le gouvernement. J'en suis un bon exemple parce que tout le monde s'en rappelle. J'ai fait partie d'un groupe qu'on disait le collectif d'hygiénistes dentaires. On a soulevé les membres pour qu'ils puissent s'affirmer, pour augmenter cette accessibilité-là des services et des soins des hygiénistes dentaires. La pétition est un exemple aussi qui pourrait être aussi sur le PL 29. Donc, c'est mobiliser les gens, ça se fait à plusieurs niveaux. C'est d'aller voir son député. Rappelez-vous, l'année passée, j'ai fait affaire avec beaucoup d'hygiénistes dentaires. Je les ai appelés, j'ai passé des week-ends, des fins de semaine pour ce qu'on a appelé ici à l'ordre l'opération député. Alors, ça a été tout, je ne dirais pas un effort, mais les hygiénistes dentaires ont dû sortir de leur zone de confort, se rendre 2 hygiénistes voir leur député, demander un petit 5 minutes pour dire de signer un document qui confirme effectivement la volonté de leur député de faire des représentations pour appuyer les efforts sur l'accès aux soins bucco-dentaires et le PL 29 et faire en sorte que les choses changent. Mais ça a été c'était un très beau succès. J'ai mis ça là, un peu partout là, dans le siège de l'Ordre. Les gens ont affiché toutes les photos que les hygiénistes dentaires nous faisaient parvenir avec les députés. Et ça a eu un impact. Quand on s'est présenté à l'Assemblée nationale, quelques temps après, je me faisais accrocher par des députés en disant « les hygiénistes dentaires sont venus nous voir à notre bureau. » Puis oui, on avait les photos. Et en commission parlementaire, il y a des gens qui sont venus me voir, des parlementaires qui sont venus me voir, ils disent « Oui, il y a des hygiénistes qui sont venus me voir, Mme Duval, etc. » L'action politique, là, peut se faire à plusieurs niveaux. Puis vous avez une fédération aussi qui vous regroupe. Puis malheureusement, c'est ignoré. C'est vrai que c'est encore des frais, définitivement, mais c'est porteur, par exemple. Il y a des gains à faire à se réunir autour et dans la fédération. Regardez les infirmières avec la FIC, comment ils avancent, comment ils tapent du pied, comment on les a vus sur la place publique pendant la COVID-19. La fédération, elle était très active pendant la pandémie, puis ils sont en plein recrutement, puis le montant, c'est 120 $, je pense, par année pour devenir membre de la fédération. Elle travaille pour le bien-être de notre profession des hygiénistes dentaires. Alors, moi, je vous encourage d'aller voir leur site web, de contacter la présidente Mélanie Dubreuil, c'est notre présidente de la fédération. Donc, je vous encourage vraiment d'encourager la fédération. Là, on va parler de fin de mandat de Diane. J'aimerais savoir comment ça se passe, les élections pour le prochain ou la prochaine présidente? Bien, écoutez, au niveau des élections, je pense que je vais rester pour un petit bout de temps la seule présidente élue au suffrage des membres de l'Ordre, donc de vous, des hygiénistes dentaires, parce qu'il faut voir que la loi 11 a modifié, a eu un impact important sur la gouvernance des ordres, dont l'élection à la présidence. Et maintenant, c'est le conseil d'administration qui décide du mode. Avant, c'était l'Assemblée générale qui décidait est-ce qu'on élit la présidence au sein des membres ou si on l'élit parmi le conseil.
Et là, maintenant, la décision a été prise par le Conseil d'élire la prochaine personne à la présidence au sein du Conseil, d'une personne au sein du Conseil. Donc, effectivement, il y a une réunion qui a été convoquée par le secrétaire de l'Ordre qui a la charge de mener à bon port cette élection-là. Et cette élection-là aura lieu demain matin. Donc, mon mandat prendra fin dès que la nouvelle personne sera élue. Donc, c'est une élection au sein du conseil d'administration maintenant. Excellent. Puis, si je peux me permettre, sur les dossiers chauds que vous allez laisser pour la prochaine présidente, là, c'est quoi les dossiers que vous allez laisser pour le président ou la présidente de l'AHDQ? Oh mon Dieu, il y a plusieurs dossiers, mais dans ceux qui sont importants, bien sûr, l'accès aux soins, définir ce que c'est qu'une bonne politique de santé bucco-dentaire. Moi, je pense qu'il faut revoir la manière de faire, je dirais, de prodiguer, pas des soins, mais plutôt le programme, la nouvelle politique de santé bucco-dentaire et de mettre les hygiènes dentaires au cœur de ça. Je pense que c'est un gros défi de poursuivre ce travail-là parce que je travaille présentement avec le ministère dans un autre comité qui est l'accès aux soins bucco-dentaires pour les plus démunis, les familles qui sont des petites familles jeunes, mais qui n'ont pas toujours l'argent, les assurances. Je pense qu'il y a des gros défis au niveau de la définition d'une nouvelle politique de santé bucco-dentaire au Québec. Ça, je pense qu'il faut que ce soit un travail constant de la prochaine personne à la présidence. Bien sûr, tout ce qui est PL 29, de poursuivre et de ne pas lâcher le travail de remettre ce dossier-là sur le dessus de la pile parce que c'est vite enterré, puis ça va l'être vite. On ne connaît pas tous les séquelles qu'il y aura à l'automne de la COVID-19. On a déjà parlé du projet de loi 101, le projet de loi qui se veut énorme et qui est dans la reconstruction. Il y a ça. Il y a un autre dossier qui me tient beaucoup à cœur, puis j'aurais aimé, si j'avais eu un autre mandat, là, c'est d'amener la formation académique des hygiénistes dentaires sur le plan universitaire aussi. Donc, d'avoir la possibilité de développer un baccalauréat avec des spécialités un petit peu plus poussées auprès des aînés, par exemple, ou en santé publique, ou ça peut être dans des spécialités. Ça, un peu l'amener praticienne, de passer de l'hygiéniste dentaire clinicienne à une hygiéniste dentaire qui soit praticienne. Mais il y a des gros défis parce qu'on est déjà en consultation avec l'Office des professions concernant le fait que plusieurs professionnels maintenant veulent poser des diagnostics. Mais saviez-vous ça qu'en Grande-Britannique, les hygiénistes dentaires peuvent poser des diagnostics? Donc, ils peuvent poser le diagnostic de la carie, ils peuvent poser le diagnostic de la parodontite. Alors, il faut pédaler là, rapidement là, pour arriver au même endroit. Donc, il y a de gros défis à ce niveau-là. Puis je vous dirais qu'en termes de gouvernance, il y a beaucoup de travail qui s'est fait. Il y a le prochain plan stratégique qui sera fait, mais toute la gestion de risque aussi là, pour s'assurer que l'Ordre mène son travail avec une pérennité économique qui ne pèse pas lourd aussi sur les membres. Et je trouve que ça, on a bien réussi le travail. Excellent. J'ai une question de Brigitte Perra qui dit « Est-ce que vous allez rester administrateur de l'Ordre? » Non, parce que dans le contexte de l'élection au suffrage universel, quand vous êtes élu au suffrage universel, vous n'êtes pas élu comme administrateur de l'Ordre, mais bien à part. Et vous arrivez parmi les administrateurs élus. Alors, à ce moment-là, quand l'échéance du mandat à la présidence a lieu, à ce moment-là, non, on ne peut pas rester administrateur de l'Ordre. Mais j'ai fait un bon bout à l'Ordre. Il y a du gros travail qui s'est fait. Très, très, très fière et très heureuse du bilan. Et je me dis, je pense que là, on passe la main, c'est aux autres à poursuivre ce travail-là. Et il y a d'autres choses qui m'attendent. Avez-vous des projets futurs, Diane? Bon, premièrement, le repos. À très court terme, du repos cet été, ça c'est sûr. Il reste encore des petits bilans à faire à l'ordre, mais je dirais que du repos, très certainement. Oui, j'ai un projet quand même d'écrire. On parlait d'action politique, ça me tente d'écrire là-dessus. D'offrir aux hygiénistes dentaires l'expérience, de colliger un petit peu toutes mes actions depuis
depuis 40 ans, parce que j'ai toujours été dans l'action. Toujours, toujours, toujours. On a fondé à Granby la première association des hygiénistes dentaires au Québec. Ils ont été en 1980. Ça vous donne une idée. Mais oui, je pense que c'est un parcours qui vaut la peine, qui peut effectivement en inspirer d'autres, mais qui va aussi donner peut-être quelques clés. Mais ce petit côté-là, c'est mon petit côté pédagogue, j'imagine, historique, faire ce type d'exercice-là, ça me plairait beaucoup. Et dernièrement, j'ai rencontré un administrateur qui a déjà été député à l'Assemblée nationale et qui a été administrateur qui disait, suite à la commission parlementaire, il dit, oh, vous, Mme Duval, là, qui me disait, là, vous devriez aller en politique. Oui. Bon. Est-ce que c'est une étape à laquelle ça va me prendre beaucoup de repos là, et de recul pour voir si. Mais j'ai eu des demandes. J'ai eu des demandes pour aller en politique. Ben, en fait, je suis vraiment impressionnée de votre parcours, Madame Diane Duval. J'aimerais juste vous dire que c'est un parcours impressionnant et engagé. Je vous remercie beaucoup de votre générosité. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour l'entrevue. On est vraiment vers la fin de notre entrevue. C'est déjà 1 heure à passer vraiment rapidement. Vous êtes vraiment très inspirante pour les hygiénistes dentaires. Vos conseils et votre vision portent la profession vers l'autonomie. Je vous souhaite vraiment la santé et le succès dans tous vos projets futurs. Ben, avez-vous un dernier mot à dire à nos auditeurs? Ben, d'abord, merci énormément aux hygiénistes dentaires. Je sais, sans elles, sans eux, je ne serais pas là où je suis. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec passion, avec dévouement, c'est un fait. J'aime beaucoup ma profession. J'aime beaucoup ce que je fais. Je ne me serais pas rendue jusque-là aujourd'hui si je n'avais pas aimé ce que je fais. Donc, je les remercie beaucoup. Je remercie tous les appuis qu'on a eus. Et j'ai fait des belles rencontres avec les parlementaires. J'ai fait des belles rencontres chez les administrateurs parce que j'ai côtoyé plusieurs conseils d'administration, plusieurs changements d'administrateurs. Donc, merci à Amal de me donner cette opportunité-là. Merci à l'équipe du siège social parce que les gens ont été super. Il y en a eu des changements au sein de l'ordre. Et ces gens-là qui sont à la permanence et qui travaillent fort, ils ont dû être très résilients. Je les apprécie beaucoup. Je suis très, très heureuse. Je remercie tout le monde. Et puis, je ne vous oublie pas, puis je serai toujours là. Vous avez mon adresse courriel. Si les gens veulent m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre. Je réponds à tous mes courriels. Merci infiniment, Diane. C'est vraiment très apprécié. Puis j'apprécie beaucoup cette belle entrevue qu'on a eue ensemble. Puis on n'a vraiment que des bons commentaires. Tout à l'heure, on va passer à travers les commentaires, puis on va pouvoir aussi répondre à tout le monde. Moi, je donne un rendez-vous à tout le monde jeudi prochain avec un orthodontiste qui est artiste. On va jouer de la musique. Donc, je vous attends en grand nombre à y participer. Et pour finir, j'aimerais juste dire merci à une personne, j'aimerais ça qu'elle ouvre sa caméra, elle s'appelle Cynthia Wilcott, qu'elle m'assiste depuis 2 semaines. J'aimerais juste dire merci beaucoup à Cynthia de tout ce qu'elle a fait, de toute la préparation qu'on a faite ensemble pour des belles entrevues. Vraiment très appréciée. Alors, je vais te laisser dire un petit mot à tout le monde, toi aussi, Cynthia. Ça me fait plaisir, Amal, de t'assister dans ces entrevues-là. Je suis le soutien technique quand Amal en a besoin dans la préparation. Donc, c'est un plaisir partagé. Vraiment, merci. Tu peux dire un dernier mot à Diane? Diane, vraiment, un gros merci pour tout ce que tu fais. Tu es engagée, inspirante. Vraiment, tu es une source d'inspiration pour les hygiénistes dentaires. On va continuer à te suivre avec grand intérêt, c'est sûr, dans les prochains projets. On voyait les commentaires, là, je regardais les commentaires dans la vidéo. Tu serais une très bonne politicienne, on a vu ça. Puis tout le monde te souhaite un bon repos cet été. Puis il y a une grosse vague d'amour sur les réseaux. Donc, je vous laisse le dernier mot. Bien, merci beaucoup, Cynthia. Puis j'ai ma Cynthia à moi, puis elle s'appelle Julie Poitras, puis je tiens à le mentionner. Si je n'avais pas eu cette personne-là tout le temps auprès de moi, qui m'a assisté techniquement depuis un bon bout de temps et qui encore est là et est présente avec moi, ça aurait été plus difficile. Alors, ça nous prend toujours un joueur puis une personne qui croit beaucoup
en nous. Alors, merci Julie. Merci Cynthia. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît puis qu'on travaille. On a déjà travaillé par le passé ensemble. Alors, merci énormément. Puis Amal, Ça fait vraiment... lâche pas, tu fais de l'excellent travail. Ça fait vraiment plaisir. Je vous embrasse puis je vous souhaite à vous un très bel été. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.